ça c'est bon ça. Ouais. Bonjour à tous, merci pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait l'équilibrage des chambres de combustion. En même temps on va également expliquer avec quel matériel et comment s'y prendre afin de le faire correctement. Voilà. Ok, donc bonjour. On va vous expliquer comment il faut faire et ce qu'il faut. Il va vous falloir une éprouvette et du fioul ou du gasoil, ce que vous voulez. Voilà, j'ai préparé. Donc j'ai deux éprouvettes, hein. C'est pas parce qu'il en faut deux, j'ai la chance d'en avoir deux. Voilà. Vous remplissez l'éprouvette, vous notez la quantité que vous mettez. La quantité n'a aucune importance, hein. C'est juste pour pouvoir remplir. On va la remplir, on va noter la quantité et on fera la soustraction de ce qu'on aura mis dans la chambre de précombustion. On s'assure qu'on est bien au point Moreau, que le moteur est bien au point Moreau. Donc ici c'est le cas, on a le coup de pointeau. Attends, je vais faire un zoom. Tu le verras pas là. Ah oui, ouais. C'est trop petit. Mais on voit qu'il y a l'encoche sur le moteur. Quoi, voilà. Bon, c'est important de le dire, on se met bien au point Moreau ici, sur le volant moteur. On bloque de préférence le moteur. Moi, j'ai fait un petit système de blocage parce que le trident Panhard il ne permet pas de bloquer. J'ai fait une petite plaque sur l'emplacement du démarreur. Je mets un boulon en latéral qui retient le moteur. Et bon, voilà, ça suffit très largement à faire ce que j'ai besoin de faire. Ça, c'est ma technique et c'est mes petits outils à moi. Voilà, je fais comme ça. Chacun fait un peu comme il veut. Voilà, donc maintenant on va mettre à l'aide d'un entonnoir, j'ai celui-ci, j'en ai un autre, plus petit, on va voir ce qui passe. C'est assez embêtant à faire parce qu'on ne voit pas en même temps la quantité de gasoil qui rentre dans la chemise et on verse. Donc il ne faut pas déborder, donc il faut le faire vraiment par tâtonnement. On le fait par tâtonnement, il faut aller tout doucement. Donc là, on va commencer par relever ce qu'il y a dans l'éprouvette. L'éprouvette, si elle veut bien arrêter de bouger, on a 187 millilitres. Tu veux que je note ou pas? Qu'on va noter. Ah, c'est bon. Je vais vite faire enlever mon pull dans la salle de bain, ok, parce qu'il commence à faire chaud là avec le reflet du soleil. D'accord, okay. 187. Tu veux que je note ou pas sur mon téléphone? Non, c'est bon, je le note. Alors, ça va être le cylindre droit, pardon. Pour le cylindre droit, on part avec, on note cylindre droit, ainsi de suite, la quantité avec laquelle on part. On va mettre le gasoil à l'intérieur de la chambre. Je m'excuse, hein, je ne peux pas me positionner pour être dans le champ et à la fois faire l'opération. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors délicatement, je vais essayer de m'appliquer pour ne pas renverser à côté. C'est pas le plus facile. C'est comme les dates d'anniversaire, on a tendance à le rater. Voilà. Allez, c'est parti et on va voir, on va s'arrêter. Et normalement, on devrait approcher la quantité donnée par Monsieur Panhard, qui est entre 62 et 65 à peu près. Je crois que moi j'ai une petite différence. Je vais avoir une petite différence. Hop, hop, hop. Voilà, alors j'en ai trop mis. J'en ai légèrement trop mis. Très très peu, mais voilà. Donc quand ça arrive, ben, vous prenez une seringue ou un tuyau. Moi je prends un tuyau. Hop, vous balancez dedans. Et le but c'est de se retrouver à fleur du filetage. Voilà. Voilà. Donc, normalement, après l'opération, on va être pile poil au niveau du filetage. Faites attention à ne pas en faire tomber. Éventuellement, voilà, on met pour qu'il s'égoutte, comme ça on est sûr que... Voilà, là on a fait le plein et on se retrouve donc, après avoir prélevé la quantité qui rentre dans la chambre, on est à 120 millilitres. Pile poil 120 millilitres. T'as combien avant? 187? On a commencé à 187. Donc on est à 67. Non
T'as combien là? 120? 120 ml pile poil. Donc on est à 67 ml. 67, c'est ça, ouais. 67. Hein. On a un peu 67. Ouais. Voilà, on est à 67 ml pour le cylindre droit. On note 67 ml pour le cylindre droit. Voilà. Normalement, il faut imprégner le cylindre avec du gasoil, du fuel, ce que vous faites. Le vidanger, je veux dire l'égoutter, et faire sur les deux cylindres. Oui, je m'excuse, je suis un peu hors cadre. Ah, alors attends, je passe, il n'arrive pas à me suivre. J'ai un technicien qui n'arrive pas à me suivre. Je suis une fusée. Bouge pas, c'est bon, t'es nickel, bouge pas. Oui, donc il faut normalement l'imprégner. Ça a été fait sur ce cylindre-là et sur l'autre. On l'égoutte et ensuite on fait la mesure une fois qu'il est égoutté de façon à ce qu'on soit bien pareil partout. Surtout quand vous graissez vos segments pour préparer l'opération, ne mettez pas trop de graisse. Il faut ce qu'il faut dans les segments pour que plus ça ferme les becs des segments. On a bien vu que quand on fait le jeu à la coupe, le jeu est minime. Donc il n'y a pas beaucoup de passages, c'est pas la peine de mettre une cartouche de graisse par segment. Hein. C'est pas nécessaire. Vous mettez un petit peu de graisse sur les segments. Vous rentrez vos segments, il ne faut pas que quand on va monter, descendre les pistons pour rentrer les segments et monter les cylindres, il ne faut pas qu'on enduise les chemises de graisse. Si vous faites ça, ça changera le volume des chambres au final, parce que tout va se trouver réuni au niveau des chambres et ça aura tendance à vous diminuer le volume des chambres. Voilà, ça c'est ce que je tenais à dire. Je pense que c'est important, il y a des gens qui ne sont pas mécanos qui peuvent très bien comprendre la chose, mais à condition qu'on leur dise le pourquoi on fait les choses. Voilà, donc là c'est mesuré, on obtient donc par différence 67. Reste 120, donc on est à 67 ml. On est légèrement supérieur à ce qu'on devrait avoir. 2 ml, donc un taux de compression. Je rappelle que le moteur est un M5 et non pas un M6, donc le taux de compression devrait être un peu plus bas en théorie. Je suppose qu'il doit y avoir une tolérance chez Panhard et que les volumes M6, M5 doivent être légèrement différents. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va essayer de retirer le fuel du cylindre. Alors pourquoi on prend du fuel et non pas d'essence? Enfin moi, parce que je le sais forcément, mais je veux dire pour ceux qui ne savent pas. Le fuel ou le gasoil à cause de la viscosité du fuel ou du gasoil. Si vous utilisez de l'essence, en hydraulique on utilise l'essence pour tester les tuyaux, c'est ce que j'expliquais à Brian. Les micro-fissures dans les tuyaux hydrauliques, la seule façon de détecter, que je connaisse, hein, il y a les révélateurs de cric, il y a tout ce qu'on veut, mais la seule méthode rapide, quand vous avez un tuyau qui fuit, parce que c'est sous de forte pression, au repos, pas forcément très important, c'est de mettre de l'essence dedans. Et là vous voyez l'auréole qui se forme, l'essence a de tout temps été faite pour les tests d'étanchéité. Les tests de clapet, les tests de soupape, ça se fait à l'essence. Donc si vous utilisez de l'essence, elle va passer partout, elle va passer dans les segments, elle va diluer la graisse que vous aurez mis pour les segments, ouais. Et ça ne fera pas votre affaire. Vous aurez beaucoup de mal à faire une vraie lecture, bon, donc autant éviter. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas la casserole qui va servir à faire cuire le repas de midi. Ce sont des vieux ustensiles que je taxe à ma bien-aimée. Et voilà. Qui ne sont plus opérationnels, heureusement. Non, pas du tout. Sauf pour moi. Ouais, pour toi, oui. Mais... Bon, ça va le faire quand même. Il faudrait que ça le fasse. Voilà. Excuse, je me concentre un peu pour essayer de ne pas en mettre de partout parce que c'est bon, ça me peste un peu, donc
tant qu'à faire, on essaye de pas être polluant, quoi. Voilà, voilà, voilà. Tu es dehors, Patricia? Ah, d'accord. Hein? Tu es dehors? Non. Oh non, Oui, je là. fais. Tu veux Pour chaud faire la la vaisselle. Il faut de l'eau chaude. Il ne trouvait pas d'eau chaude. Ah bah oui. Et ouais, donc du coup, merci. Bah oui. Bah oui, elle a mis le monde au courant que j'ai le robinet qui est en panne. Bon, voilà. Toute la planète va savoir que j'ai le robinet en panne. Oh, mince. Qu'est-ce qu'il y a ton robinet? Moi qui en faisais pas état. C'est du calcaire qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il est bouché? Je sais pas exactement, je pense que c'est la tête du robinet qui a dû lâcher. En fait, il doit y avoir la vis qui tient le jouet, je pense qu'elle a dû casser ou un truc comme ça, et du coup, ça n'ouvre pas. Voilà. Donc, du coup, on va chercher l'eau à côté, et on attend qu'il fasse un peu meilleur pour se mettre dans les meilleures conditions, quoi. Ouais. Dans la plomberie, dans l'eau froide. C'est je suis frileux. Voilà. Donc, ça y est, on a vidangé, à peu près. Hein. On voit bien l'importance de ce que je disais tout à l'heure, d'imprégner le cylindre. Ça a beau être fluide comme produit, ça met un petit moment à sortir, donc c'est important, vous faites votre imprégnation et vous le laissez bien égoutter, ensuite vous faites vos mesures. Voilà. Voilà. C'est redit, c'est répété, pour ceux qui n'ont pas suivi au fond. Concernant les soupapes, quand on rôde des soupapes, le mieux c'est de les faire au fioul ou à l'essence pour faire leur test? À l'essence. On fait toujours l'étanchéité des clapets et des chambres de combustion. Des clapets et des soupapes à l'essence. C'est systématique, on ne fait pas autrement. Donc je vais me livrer à faire le deuxième. Par contre, évidemment, vous n'allez pas voir grand chose. Hein, puisque je serai tourné de l'autre côté. Mais vous avez vu la procédure, vous aurez la chance de profiter de mon plus beau profil. Donc voilà. Alors on reprend l'éprouvettes et on a dit qu'il nous restait 120. Donc on note 120 pour le cylindre gauche. Point de départ 120. Donc là c'était le droit. Là c'est cylindre gauche. Donc on part de 120 ml. On verra combien il nous reste à la fin. Donc si on considère qu'on doit se 67, on va être à 50 et des boulettes. Hein, il devrait me rester 50 et des boulettes. Donc je vais pouvoir regarder ici, entre on va dire, sur l'éprouvettes, on verse et en même temps on contrôle à ce niveau-là si on approche de la quantité qui va rentrer dans la chambre. Ce qui permet de ne pas trop déborder, éventuellement. Voilà, donc je reprends mon entonnoir. Même procédure qu'au début. Même procédure qu'au début, voilà, exactement. Tu l'as tellement bien dit. Hein. Faut juste que je me cale pour arriver à voir, à profiter un peu oui, d'ailleurs également, souvent dans l'espace commentaire, vous pouvez du coup poser vos questions pour les nouveaux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Et également aussi à chaque fois, à chaque vidéo, dans la description, je mets pas mal de liens, de contacts, tout ça, quoi. Donc comme une adresse email pour pouvoir nous joindre. Également mon compte Facebook, mon compte Instagram lié justement à la chaîne. Hein. Donc mon Facebook c'est Chaîne Panhard, pareil que sur la chaîne YouTube, hein, voilà, le même nom. Et c'est pareil pour Instagram également, Instagram c'est Chaîne Panhard, voilà. Donc si vous avez des questions, des renseignements, des trucs à me dire hors dans l'espace commentaire, vous pouvez le faire via là, ou même également depuis notre adresse email. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre un j'aime également sur la vidéo, ça aide le développement de la chaîne. Donc voilà. Voilà. Donc on y arrive tout doucement. Voilà. Et je vous remercie aussi pour les 100 abonnés aussi d'ailleurs, parce qu'on a atteint les 100 abonnés. Voilà, donc sympathique. Là, on devrait être à 51 apparemment. Sauf erreur ou omission de ma part. Bah, ouais. Je contrôle bien toutefois. Voilà. Alors évidemment, le cylindre le plus horizontal, le trou de bougie, le lamage du trou de bougie le plus horizontal possible. Oui, vous le réglez en fonction
de la position du moteur. Hein. Vous inclinez votre moteur pour que le trou de bougie soit vraiment au niveau. Et une petite chose que vous pouvez faire, hein, c'est de vous assurer au passage que, mais je crois que je l'ai expliqué déjà l'autre fois, que le vilebrequin n'est pas décalé. Parce que en faisant les volumes, vous allez pouvoir voir si le point Moreau de chaque cylindre est bien au même emplacement. D'accord, ouais. S'il n'est pas au même emplacement, il y a un souci, ça veut dire que le vilebrequin va être décalé. Donc ça veut dire redémontage du vilebrequin et ça veut dire le recentrer. Voilà. Ouais, mieux vaut bien le faire avant, quoi. Mais là on attaque du sérieux. Bon, par contre, c'est déjà fait sur le moteur, parce que du coup, le moteur a été démonté entièrement, restauré Voilà, il a entièrement. été refait, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc, alors, on va faire la lecture effective de ce qui reste. Et j'ai eu David au téléphone, là, il y a quelques jours. T'as eu David au téléphone? Ouais, Oui, il d'accord. m'a dit, ouais, mais c'est quoi ça, la Ponhard Monaco? C'est un modèle? Je fais, bah non, non, Ponhard, en fait, c'est une 24 qui est de Monaco, quoi. Au début, il a cru de la façon dont j'ai dit que c'était un modèle de Ponhard, quoi, tu vois. Il y avait... C'est les Simca Monaco, je crois. Je crois qu'il y a une Simca qui s'appelle Monaco. Ouais, mais du coup, je l'ai donc dit, on ouais. est à 52. Voilà, on est à 52. Donc 120 moins 52. D'ailleurs, il m'a dit aussi que souvent, sur les vidéos, on parle de lui, tu sais, concernant les champs d'olivier à chaque fois. Il a dit quand? Sur les vidéos à chaque fois, on parle souvent de lui, tu sais, pour rigoler, quoi, tu sais. Oui. Il m'a dit, ah, c'est pas mal, à chaque fois dans les vidéos, je suis dedans. Encore là, il est dedans, quand t'as vu. Oui, c'est vrai qu'on fait un peu... Bon, bah écoute. Je crois qu'il est Donc gérant... 120 moins 52, ça fait combien ça? Ça Cent- fait 68. Ouais. Ça fait 68. Donc on obtient le charmant résultat d'avoir 1 millimètre, 1 millilitre d'écart entre les deux cylindres. Bon, comme je l'ai dit, j'aurais voulu être entre 62 et 65. Sachant que c'est un M5, je pense que le taux de compression est inférieur. Je pense que la chose est tout à fait normale. T'as combien là? On est Pour à ça 67. Ok, sur lequel? Au lieu Le de droit? 65. D'accord. À Mais peu c'est près ça, la courbe haute. cette référence que tu me parles, c'est sur les M6 là que tu parles 65, non? Oui, pour les M6, pour les 24, D'accord, je ouais. suis sûr que de ça. Il faudrait que je contrôle si il peut y avoir un écart entre le M5 et le M6. J'ai plus l'habitude des M6, Ouais, je M10 sais. et autres. À partir, le M5 est bon, il fait partie des dernières générations de moteurs, sauf qu'il a moins de puissance que les autres, un petit peu moins de puissance. Hein. Ouais. C'est les premiers tigres aussi, le M5, c'est la limite du tigre. Hein. Voilà. Donc, est-ce que le taux de compression est un peu différent? Je ne sais pas. Voilà, donc à contrôler. 2 millilitres, je pense pas que ce soit très, comment dire, très grave. On est très bien équilibré. Sur le M5, je répète, normalement, on ne fait pas d'équilibrage. On ne mesure pas sur le M5, c'est pas demandé. Panhard faisait les moteurs et voilà, ils se souciaient pas à l'époque de l'équilibrage. Ils ont commencé à se soucier de l'équilibrage à partir des moteurs Tigre. Sur un 2 chevaux, c'est pareil, pas sur un 2 chevaux. J'ai un équilibrage à faire dessus? Non? Non, 2 chevaux, c'est quoi? Non, c'est pas une voiture ça. Commence pas. Hein. C'est pas une Commence pas. voiture, ça. C'est un bicylindre, mais c'est voilà, c'est pas le même. Je ne veux pas le qualifier parce que je serais blessant. ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que même un moteur Phoenix c'est meilleur et a plus de puissance qu'un moteur de. Enfin, après, la 2 chevaux, c'était fait pour le peuple, hein. C'était pas une voiture haut de gamme, Oui, milieu de gamme. Oui, c'est vrai que le Phoenix était un moteur haut de gamme à son époque. Bon, en 1900 en même temps. Hein. Qui pouvait payer ce moteur-là à cette époque-là, hein? Ouais, M. Panhard, il a bien aimé, ça lui a permis de faire des voitures. Hein. J'ai juste des pronostics, là, en 1919, il y avait une voiture pour 200 habitants, t'imagines? Une voiture pour 200 habitants, Ouais. C'est pas mal ça. Et en 1935, il y avait une voiture pour 36 habitants. C'est les relevés de Citroën à l'époque, là.
Celui de 19, je crois que c'est celui de la trèfle dessus. Ils avaient fait les relevés à l'époque. Oui. Et ensuite, en 35, c'était concernant les relevés de la traction. Pour savoir à peu près combien de clients ils pouvaient avoir, quoi. Oui, c'est une étude de marché. C'est vrai qu'ensuite, ils ont sorti justement cette 2 chevaux, quoi, parce que pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse l'avoir, quoi. Oui. Parce que dans les années 30, il y avait encore beaucoup de, de charrettes, hein. Il y a beaucoup de chevaux. Moteur à crottin. Voilà. Disait mon grand-père. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah c'est vrai, hein. Ben, c'est comme ça qu'il disait dans les années en 1900, la guerre de 14, 14-18. Ouais, bah ouais. Le grand-père était né dans le siècle d'avant. Donc, D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, là, il y avait pas mal de camions, des berliers, il y avait aussi des panhard aussi, hein, dans la Première Guerre mondiale. oui, oui. Ouais. Châtillon-Panhard, les camions de la. Comment ça s'appelle La Première Guerre mondiale? L'artillerie. Je crois qu'il y en a C'était eu- des camions qui tiraient, c'était des camions 4x4, Ah ouais. Châtillon-Panhard. Il y en a eu 800, je crois, non? Durant la Première Guerre mondiale. Je sais pas combien il y en a. D'après ce que j'ai lu, Jean Panhard, sur un texte, il avait écrit justement que l'armée française avait commandé 800 panhards. 800 camions Panhard. Ouais. Ah, c'est possible. Bon, à l'époque, 800 camions, ça représentait quand même quelque chose, quoi, hein. Mais quand tu vois tout ce qui a été réquisitionné au moment de la guerre de 14, parce que quand les gens achetaient un véhicule à l'époque industriel, on va dire, Ouais, ils étaient éventuellement subventionnés, on leur enlevait des taxes. d'accord. Si ils faisaient enregistrer leur. Ce que j'en sais après, Ouais. est-ce que ce que je sais est absolument exact? Sous réserve de ce que j'ai lu et ce que je me rappelle. Donc les gens achetaient un véhicule, le faisaient enregistrer auprès de l'armée, Ouais. donc le véhicule devenait réquisitionnable, ce qui leur permettait de payer moins de taxes, mais en En cas cas de de guerre, conflit, voilà, ouais. ben voilà, et c'est ce qui s'est passé en 1914 où ils ont ramassé tout ce qui était ramassable comme Ouais. véhicule. Et du coup, un parc extrêmement hétéroclite. Il y avait de tout. Il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, je crois que quelque chose comme 40 ou 50 constructeurs Ah oui, oui, oui. automobiles. Ouais. On ne parle même pas des motos et du reste. Hein. Il y a une marque que j'aime bien aussi, je sais plus comment ça s'appelle, ça se termine par Voisin, je crois, non? Une marque de Voisin, voiture. oui, oui, oui. C'est Voisin. des voitures de fou, ce qu'ils ont fait à l'époque. Il a fait quoi? C'est des voitures de fou, ce qu'ils ont fait, t'as vu leur ligne, quoi. C'est assez révolutionnaire comme voiture dans les années Oui, 30, oui, quoi. Voisin était un monsieur qui faisait des, Il n'y a pas dans... de l'aéronautique. L'aéronautique, ouais, voilà, ouais. Il faisait de l'aéronautique et il a fait des voitures qui étaient très, Il a fait un V16 et tout. très en ça, avance quoi. sur Ouais, leur ouais. temps, très très, très belles. Très, très belle. Et c'était de la voiture de qualité, bien sûr. Ah ouais. D'ailleurs, je crois qu'il s'est servi aussi des moteurs sans soupape, Ah ouais? me semble-t-il. Des moteurs panhard? Ah non, 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 non. Non, Il avait, le monsieur avait son propre. Ouais. Voisin, c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'était un très grand ingénieur. C'est lui. un voisin de qualité. Il y a une marque aussi qui était pas mal durant la Seconde Guerre mondiale, c'était Facel Vega aussi. Qui après-guerre, Non, Facel Vega, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard, Facel ils n'ont Vega. pas fait des moteurs avions durant la Seconde Guerre mondiale, non? Facel Vega? Facel Vega? Ouais. Non. Ah ouais? Non, non. Ceux qui faisaient beaucoup de moteurs d'avion au moment de la guerre, c'est Ignomoron. Mais en France, je te parle. En France, en Ah France. Ignomoron, ouais. Qui c'est qui a fait... je sais plus, les moteurs qu'il y avait. Il y avait Renault qui faisait beaucoup de Ouais, moteurs Renault, ouais. d'aviation. Les moteurs de char aussi, ils ont fait. Après, Le B1. après, il y avait quoi comme moteur? Mince. Je connais le type, mais je connais pas le Y12, je me rappelle pas le nom de la marque. Bon, c'est pas grave, c'est dommage parce que c'est le moteur du 520, Ah oui, il connaît quand même, ouais. du De Voitine entre autres, Ouais. qui est le plus bel avion français. Ouais. Bon, t'as vu ben voilà, on a fini notre opération de mesure. Du coup, ben voilà, à votre santé. Non, c'est pas du rosé, on est en Provence, mais c'est pas du rosé, on boit pas ça. Voilà, donc il nous reste les NO52, on a fait notre opération. Si le calcul s'avère faux, ben, on reprend la copie et on recommence jusqu'à ce que les chambres s'équilibrent. Voilà, donc nous, on a 67 millilitres d'un côté, 68 de l'autre.
je vais contrôler pour cette histoire de taux de compression, mais me semble-t-il c'est très correct. Et ensuite, je redémonterai, pas redémonter complet, je vais retirer les chemises en arrière, Ouais. parce que je ne sais pas si vous avez vu, voilà, je le fais comme ça, parce qu'on voulait un petit peu avancer, et puis de toute façon, pour moi c'est une bonne méthode, ça me permet de tout recontrôler une dernière fois. Il me reste à remettre les tiges qui viennent ici, Les tiges culbuteurs. et les tubes, les tiges de culbuteur. Ça ne sert à rien de les mettre puisqu'il faut que les soupapes soient fermées quand on fait les mesures. Si vous réglez les soupapes, bon, mais après il faut le mettre en position et changer tout. Moi je ne mets rien, je le mets sachant qu'on va enlever, remettre pour mettre des cales. Là on est au bout, on est équilibré. À mon avis, je vais quand même recontrôler cette histoire parce que ça me titille un peu, mais je pense que c'est normal pour un M5. Voilà, donc maintenant il me reste desserrer le cylindre, le remonter, nettoyer les embases et le reste, monter. Quand je dis nettoyer, c'est d'enlever un peu le gras du fuel, hein, parce que bon, le moteur a été nettoyé, comme je vous ai expliqué. Il s'est réoxydé, le fait de le chauffer aussi, bon, ça n'arrange pas pour la teinte. Voilà. Il a pris une teinte un peu sombre, mais il est propre et quand il sera monté dans la voiture, on y passera un coup de Karcher ou avant et il va revenir nickel, brillant. C'est pour quand ce remontage sur le moteur? Car j'ai reçu plusieurs vidéos, plusieurs commentaires qui m'ont dit quand est-ce qu'on remonte le moteur sur la L1. Ils veulent qu'on roule avec. Moi aussi, je suis très impatient. Donc voilà, je pense qu'on va couper, qu'on va vous remercier de regarder. N'hésitez pas à échanger, à vous abonner et à nous envoyer vos commentaires. N'hésitez pas. Et surtout, allez aussi dans la description de la vidéo, c'est là que je poste pas mal de trucs. Enfin, je poste les liens de contact depuis Facebook, Instagram, adresse email, voilà quoi. Voilà. Terminé. Écoutez, pour tout de suite. Vous aurez eu justement comment on mesure le volume, des explications correctes et en plus même un petit cours d'histoire. Non, pas vraiment. Non, je ne suis pas prof d'histoire, je ne suis pas agréé, mais j'adore l'histoire automobile, l'aviation, tout. Ouais. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est moteur, je crois que tout le monde l'aura compris. Hein. C'est une passion, on va dire. J'aime bien tout ce qui est technique et tout ce qui est beau, les vieilles montres. Les Rolex, ah oui, c'est vrai. Par exemple, si elles sont mécaniques, bien sûr. Ouais, bah oui, ou automatiques. Hein. Mécanique et automatique n'est pas contraire. La mienne, c'est une mécanique, je crois, la mienne. Que j'ai dessus. Ouais. Alors j'aime bien ça. Bien. À la base, ils voulaient me prendre, tu sais, les trucs électriques, là, tu sais, qui sont reliés à mon téléphone. Alors là, j'étais catégorique. Alors là, c'est non, direct. Non, pour moi, une montre, c'est avec une aiguille. Oui. Pour moi, une montre, c'est avec une aiguille, une vraie montre, tu vois. Pas un truc tactile, là. Mais tu peux avoir des aiguilles et avoir de l'électronique derrière. Ouais, mais non, faut avoir une vraie montre. Et c'est ce que j'ai eu, du coup, voilà. Du quartz, c'est extrêmement précis, c'est bien. Ouais. Sauf que c'est vrai que se faire vendre un mouvement à quartz avec une pile à 3 francs 6 sous, c'est ça, ouais. Une vraie fortune par nos amis suisses. Non, je préfère acheter une mécanique, quoi. C'est beau. Un mécanisme avec des pignons, c'est bien archaïque, voilà. Et ça va donner un objet magnifique. Ah bah c'est comme mécanique, c'est comme mécanique. Voilà. Ça vieillit bien, qu'un quartz, je suis même pas sûr que dans 10 ans tu puisses le faire réparer. Ah ouais. Voilà. Ça aura changé les piles. Les piles auront été changées X fois. Tu auras peut-être quelqu'un qui te fera un problème d'étanchéité, comme ça m'est déjà arrivé sur certaines montres. Et puis qui te bousille la montre et qui te dit mais non, c'est pas de notre faute, monsieur. La mienne elle va jusqu'à 30 mètres de profondeur, d'après ce que j'ai vu sur la notice. Là. Bon, je vais pas aller dans l'eau avec, hein, je suis pas comme ça. Mais tu peux, 30 mais tu sais que même quand je me lave les mains, je la pousse, c'est que ça, je vois pas. Oui. pour le cuir surtout, quoi, tu vois. T'as coupé hein? Non, pas encore. Ah oui, c'est ça, pas encore, ah ouais. T'as pas coupé. Bah écoutez, bah voilà. Montage. Tu couperas au montage, parce que là on est en train de tchatcher. Bon, bah écoutez, bah je vous remercie, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.